Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, préparez-vous à explorer un univers où la génétique dicte les lois, où l'éternité se change en avenir, et où chaque regard interroge le futur. C'est l'univers de Immortel Ad Vitam. Pour cette exploration, j'ai l'honneur, ou peut-être le vertige, d'accueillir une présence divine. Le dieu Horus. Je suis Horus, fils du ciel des gardiens des trônes. Premier des dieux, je ne traverse pas le temps, je le commande. Si je suis ici, c'est que l'éternité elle-même m'a convoqué. Immortel Ad Vitam m'offre un miroir, celui de ma condition divine et de l'amour que je porte aux femmes, elles qui portent en silence les secrets du monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà une vision. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou à me laisser vos commentaires. Chaque interaction compte, même celle venue du futur. Au tournant des années 2000, le cinéma français s'aventure, une fois encore, sur les terres incertaines du film de genre. Une quête presque perdue d'avance, car séduire le spectateur avec des visions fantastiques, dans un pays qui les regarde souvent de biais, relève de l'acharnement. Quelques films pourtant s'élèveront, deviendront cultes, balisent dans la nuit. Et parmi ces rares élus, Immortel Ad Vitam s'imposera comme une anomalie sacrée. Tandis que le monde bascule, que les écrans se remplissent de blockbusters venus d'Hollywood, une autre voix s'élève. Celle d'un créateur de bande dessinée, maître des années 80, qui convoque ses visions pour les faire respirer à l'écran. Immortel Ad Vitam marque le retour de la trilogie de Nicopol, entre science-fiction et poésie, entre béton et divinité. Une œuvre qui, à sa manière, aura renouvelé l'imaginaire graphique de son époque, et trouvé un écho vibrant chez les jeunes, fascinés par ses dieux déchus et ses villes suspendues. Cher Horus, votre visage traversait déjà les pages de la bande dessinée, bien avant que les écrans ne s'ouvrent à vous. Dans les années 80, vous étiez là, figé dans l'encre, mais vibrant d'une présence étrange. Comment expliquez-vous cette résurgence, cette transmutation du dessin vers la chair numérique? Mon immortalité s'est brisée, mais l'éternité, elle, m'a tendu les bras. Je suis passé de l'encre au pixel, du mythe au mouvement. Et Nicopol reste un fragment que j'aime. Un rebelle, un fissuré, un homme qui vacille mais ne plie pas. Comme moi, il parle aux dieux sans baisser les yeux. Sans doute. Mais dans le film, vous perdez ce qui vous définissait, l'immortalité. Le divin vacille, le corps devient faillible. Comment vit-on la chute, quand on a connu l'éternité? Je ne suis plus immortel. Et pourtant, me voilà, debout, à vous répondre. Le temps m'a brisé, mais il ne m'a pas effacé. Ce que les dieux perdent, parfois, les hommes le retrouvent. Je suis ce reste, ce murmure, ce fragment d'éternité qui refuse de se taire. C'est Charles Gassot, producteur auréolé du succès populaire de Tanguy, qui tend la main à Enki Bilal. Une proposition rare, transposer l'univers dessiné en long métrage, avec un budget que le cinéma français n'accorde qu'aux visions sûres. Mais ici, il s'agit d'une vision incertaine, étrange, hybride, presque impossible. Gassot met Bilal en contact avec un studio d'effets spéciaux français. Et là, une promesse surgit. Fusionner la réalité avec les images de synthèse, faire respirer les dieux dans les pixels, faire trembler les murs sous les algorithmes. Bilal accepte. Il ne négocie pas, il commence à transmuter. Ce n'est pas son premier voyage, en 1989, il avait déjà ouvert une brèche avec Bunker Palace Hotel, film de genre, film de ruine, film de veille. Le public ne l'avait pas suivi, pas encore. Mais le temps, lui, l'a sanctifié, 2 nominations au César, et une aura culte qui ne cesse de grandir.
Enki Bilal est dans son studio parisien, en 1999. Il termine un album, un fragment de la trilogie des monstres, quand l'appel du cinéma vient frapper à sa porte. Une proposition, adapter son œuvre en long métrage. Mais Bilal ne veut pas adapter, il veut transmuter, car pour lui, la bande dessinée et le cinéma sont deux mondes aux lois différentes. L'un se lit dans le silence, l'autre respire dans le mouvement. Et face aux contraintes, il choisit la légèreté, celle qui permet de rêver sans chaîne. Il s'enfonce alors dans le storyboard, comme on entre dans un labyrinthe avec 1600 dessins. La ville change de nom, Paris devient New York. Et l'univers se déplie, non pas comme une adaptation, mais comme une libre dérive, un film d'auteur, de science-fiction, de réflexion. Un film qui ne se livre pas d'un seul regard, mais qui demande plusieurs lectures, plusieurs silences, plusieurs nuits. Évidemment, la technologie convoquée pour ce film, motion capture, images de synthèse, architecture numérique, exige 3 années de gestation. 3 ans pour que la matière prenne forme, pour que le virtuel épouse le réel. Une première en France, une tentative audacieuse de faire parler les pixels comme on fait parler les dieux. Pendant cette longue préparation, Enki Bilal tourne toutes les scènes réelles. Il capte les corps, les regards, les silences, pour mieux les fondre ensuite dans un monde qu'il faut entièrement fabriquer. La ville n'existe pas, elle doit être dessinée, plan par plan, souffle par souffle. Plus de 800 plans en images de synthèse, tous supervisés par Bilal lui-même, comme un architecte veillant sur sa cité invisible. Après 3 années d'élaboration, le film dépasse ses propres promesses. Ce qui devait être une adaptation devient une créature ambitieuse, portée par une promotion massive orchestrée par l'exploitant UGC. Et voilà un film français qui ose, qui tente de rivaliser avec les grandes machines hollywoodiennes, non par la force, mais par la singularité. Enki Bilal ne sera pas seul dans cette traversée. À ses côtés, le laboratoire Durand, gardien des pixels et des lumières, mobilise une centaine de graphistes, une vingtaine d'informaticiens, des alchimistes du code, des sculpteurs d'outils. Il ne se contente pas de fabriquer les images de synthèse, il veille aussi sur les lumières, sur la matière réelle, sur le tournage en 35 mm, comme on veille sur un rituel ancien. Pour la musique, la bande originale est confiée à Sigur Rós, voix venue du froid, déjà entendue dans Vanilla Sky, Aquaman, et dans le souffle mélancolique de Beautiful Days de Vénus. Une musique qui ne commente pas, mais qui respire avec les images. Linda Hardy entre dans le projet par une porte discrète, des essais pour la rotoscopie de l'héroïne. Mais Bilal la remarque. Il voit en elle Gilles, cette figure suspendue entre chair et mémoire. Elle devient le visage du mystère. Pour incarner Nicopole, c'est Thomas Kretschmann qui est choisi, un corps marqué, un regard en fuite. Et pour le rôle du docteur Eugénix, c'est Charlotte Rampling que la production convoque, présence magnétique, voix de glace, silhouette d'autorité. Avec un gros budget de 23 millions d'euros, Immortel ad vitam ne génère qu'une poignée de millions en salle. Mais dans les cinémas français, 1 million de spectateurs se déplacent, un chiffre rare, presque miraculeux, pour un film d'auteur de science-fiction. Un exploit discret, mais réel. Le rêve américain, lui, s'efface, malgré l'accord entre UGC et Fox, le film ne parvient pas à franchir les portes des salles américaines. Et avec elle, s'éloigne la seule chance de rentabiliser une telle entreprise. Pourtant, ailleurs, le souffle continue. La sortie vidéo, les diffusions télévisées, les regards nocturnes, le film trouve sa place, lentement, patiemment. Petit à petit, Immortel ad vitam devient incontournable pour les amoureux de l'œuvre de Bilal. Une œuvre qui divise, qui dérange, qui interroge, notamment sur ses choix techniques, sur sa liberté d'adaptation. Mais une œuvre qui reste, et qui sera nominée au César dans la catégorie des meilleurs décors,
comme une reconnaissance silencieuse, offerte à un monde qui n'existe nulle part ailleurs. Immortel ad vitam est un film de science-fiction français, mais il ne se contente pas d'un genre. Il glisse entre les formes, un peu d'action, des éclats de drame, un soupçon de polar, le tout baignant dans une dystopie où la science gouverne, où la politique se corrompt, et où le pouvoir devient presque dictature. Le monde qu'il déploie est froid, vertical, surveillé. Mais dans ses failles, des dieux anciens s'invitent, la mythologie égyptienne surgit, l'immortalité vacille, et les corps deviennent des énigmes. C'est un film d'animation, oui, mais hybride, synthétique, troublant. Les décors réels s'entrelacent aux personnages numériques, dans un futur où les prisonniers dorment en sommeil cryogénique, suspendus hors du temps. Adapté librement d'une bande dessinée, le film ne cherche pas à reproduire, il réinvente. Il propose des tensions charnelles, des désirs en suspens, mais son cœur bat ailleurs, dans une cantique de rêve, dans une poésie visuelle, dans un souffle qui ne ressemble à rien d'autre. Cher Horus. Certains critiques et de nombreuses femmes vous accusent d'avoir franchi une limite avec le personnage féminin. Vous l'avez contrainte, disent-ils. Était-ce vraiment nécessaire pour préserver votre immortalité? Nécessaire? Les dieux ne demandent pas, ils survivent. Mon corps s'efface, mon souffle s'éteint. Et dans ce monde qui ne croit plus aux mythes, je n'ai trouvé qu'un seul passage. La chair, la descendance, la réincarnation. Ce n'est pas l'amour, c'est la dernière alchimie, et elle ne pardonne rien. Merci pour votre réponse, Horus. Le sujet est délicat, et les regards sont multiples. Mais parlons maintenant de ce monde que vous traversez. New York, les cryogénies, les dieux en exil. Comment percevez-vous cette ville, ce futur? Est-ce encore un lieu pour les immortels, ou juste un théâtre pour leur chute? Ce monde ne m'a pas invité, il m'a toléré, un temps, avant de vouloir m'effacer. Alors j'ai cherché une issue, pas pour dominer, mais pour revenir. La réincarnation exige un passage, et ce passage, je l'ai imposé. Ce n'est pas noble, ce n'est pas juste, mais les dieux ne sont pas des hommes. Ils sont des instincts, des lois anciennes, des fins cosmiques. La femme, elle est devenue ma quête, et moi, je suis devenu ce qu'il fallait traverser. La pyramide est ouverte, le futur est en place. Maintenant, fini les préliminaires, place à la critique. Ce que le film invoque, ce qu'il murmure aux dieux, ce qu'il grave dans nos rétines. Le logo UGC s'efface dans une brume numérique, et déjà le générique s'ouvre sur une anomalie. Une action étrange, dans un monde futuriste, qui glisse vers les racines d'un mythe ancien. L'image ne choisit pas entre le réel et le synthétique, elle les marie. Cette fusion visuelle, maîtrisée, nous immerge dans une histoire où la science devient organe, où les personnages se multiplient comme des cellules en quête de sens. Chaque direction narrative semble guidée par une volonté supérieure, une logique organique qui dépasse l'humain. L'environnement graphique, somptueux, ne se contente pas d'illustrer, il développe, il révèle. Les données visuelles s'ordonnent avec une cohérence admirable, et les effets, puissants, déroulent une aventure aux allures de superproduction. Mais derrière l'impressionnant, il y a le précis. L'intrigue, structurée comme une spirale, nous plonge dans les détails sans jamais perdre le fil. Les personnages s'approchent, se croisent, se regroupent doucement, comme attirés par une gravité invisible. Le récit se resserre, et l'univers s'ouvre. Le ballet des images poursuit son rythme imperturbable, presque sacré. L'enquête s'accélère, les événements se chevauchent, bifurquent, se répondent. Le mythe revient, non pas comme souvenir, mais comme moteur. Il infiltre le futur, le reconfigure. Les liens entre les personnages se redessinent, et l'histoire s'élargit, elle devient constellation.
Des créatures anciennes surgissent, confrontent les figures du présent, et les relations se tissent dans une dimension où le temps n'est plus linéaire, mais circulaire. La sophistication du récit dévoile peu à peu les objectifs enfouis, les vérités cachées. Chaque séquence resserre les chemins de l'enquête, chaque silence devient tension. Les sentiments s'enfoncent dans la matière du film, et la chasse reprend, plus vive, plus urgente. Les enjeux se redéploient, implacables. Le spectateur n'est plus simple témoin. Il est pris dans le flux, dans la logique interne du mythe. Le récit ne se contente pas de raconter, il transforme, il absorbe. Les détails, minutieux, s'agrègent dans une composition qui ne laisse rien au hasard. L'histoire, captivante, rassemble ces fragments avec une précision presque divine. Les personnages, sublimes, convergent vers leur destin sombre, sur fond de corruption politique et de mécanismes invisibles. L'aventure s'emballe, magique, traversée par des images qui semblent gravées dans le marbre du futur. L'action s'engage dans une dernière route, une voie d'émotion et de révélation. Le dénouement approche, porté par un combat puissant, et le final, spectaculaire, dépasse les standards du genre. Ce film raconte une histoire intelligente, cohérente et prodigieusement immersive. Un futur qui pense, un mythe qui respire. Le sujet déborde de détails et d'imagination, permettant une immersion totale dans un univers à la fois organique et technologique, à l'opposé de ses thèmes de réflexion. Immortel ad vitam ne se regarde pas, il se traverse. En conclusion, ce monde ne se contente pas d'exister, il concentre, il orchestre. Chaque plan, chaque dialogue, chaque silence contient une multitude de détails sur la vie, l'univers, les dieux, les mutations, les monstres, la politique et la génétique. Tout est là, tissé avec une précision presque divine, comme si le film lui-même était un organisme vivant. Et pourtant, au cœur de cette complexité, c'est une histoire d'amour qui surgit, inattendue, fabuleuse, poétique. Une pulsation humaine dans un monde de codes et de chaos. Immortel ad vitam surprend, par ses choix graphiques, par son audace visuelle, par sa manière de refuser les standards tout en les dépassant. Ce n'est pas un blockbuster américain, et c'est précisément ce qui le rend précieux. Il ne cherche pas à impressionner, mais à interroger. Il divertit, oui, mais il pense aussi. Il met en lumière les relations, les regards, les émotions qui naissent entre les personnages. Et dans cette lumière, il grave une vérité, même dans le futur, même dans la mutation, l'amour reste possible, et la poésie nécessaire. Et pour mon verdict, je donne la note maximum de 18 sur 20 pour sa capacité à faire vibrer l'imaginaire. Voilà, la critique est terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez traversé la membrane qui sépare le visible du vertige. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres corps en transit, d'autres mutations à contempler. Et bien sûr, un immense merci à Horus, pour sa présence foudroyante et lucide, gardien ailé des vérités qu'on ne dit qu'en silence. Heureux de vous avoir accompagné. Je ne suis qu'un éclat dans la structure, un battement d'ailes dans le couloir des images. Mais si vous avez vu ce que je vois, alors vous êtes déjà ailleurs. Merci, et à très bientôt.